Alors bonjour tout le monde. Je dois remercier tout d'abord Cadisso de l'invitation et aussi de souligner l'importance de cette conférence sur les cultures africaines et d'ascendance africaine. Ma présentation va enfin, à trois aspects. Je vais aborder trois aspects. Premièrement, je vais parler de l'idéologie coloniale. C'est une croyance, une idéologie qui va servir à justifier la colonisation en Afrique. Deuxièmement, je vais vous donner un aperçu historique de l'Afrique précoloniale, mais juste un petit aperçu. Et troisièmement, je vais parler de l'importance de connaître et d'étudier l'histoire de l'Afrique, et pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec le PowerPoint. Donc, on va parler au départ de l'idéologie coloniale. Donc, vous savez que avant même la colonisation de l'Afrique, il y avait toute une conception, toute une représentation, toute une perception de l'Afrique qui a été produite et construite dans toute l'Europe. Donc, parmi ces représentations, on pouvait, par exemple, on avait une perception de l'Afrique, on disait que c'était un continent où vivaient les sauvages, les animaux, il y avait beaucoup de forêts, etc. Et donc, c'est un continent obscur, pas encore exploité, où existe beaucoup de richesses naturelles. Donc, j'aimerais ce soir souligner un aspect de cette représentation, c'est la pensée que l'Afrique n'a pas d'histoire. C'est une pensée qui était courante en Europe et même parmi les plus grands intellectuels européens. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a une représentation de l'Afrique, comme je le disais tout à l'heure, dans tout l'imaginaire européen au 19e siècle et même au 20e siècle. Par exemple, si on prend un philosophe, Friedrich Hegel, qui était l'un des grands philosophes européens allemands, il pensait que l'Afrique est enveloppée dans des conditions naturelles et est au seuil de l'histoire du monde. Donc, comme quoi que l'Afrique était au seuil de l'histoire du monde, donc il n'y avait pas d'histoire en tant que telle en Afrique. Donc, l'idée, vous voyez ici l'idée de l'enfance du continent. Il y a aussi Victor Hugo qui a dit quelle terre que cette Afrique. L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Australie elle-même a son histoire. L'Afrique n'a pas d'histoire, une sorte de légende vaste et obscure l'enveloppe. Donc, vous voyez, c'est toujours la même idée qu'au fond, c'est un continent qui est dépourvu d'histoire. Et cette conception va rester en Europe. Par exemple, Sarkozy, en 2007, déclare que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc, le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent de la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. Vous voyez, ici encore, la même idée que c'est un continent plongé dans, et qui n'a pas encore commencé d'histoire, donc un continent plongé dans l'enfance, en quelque sorte. Donc, Sarkozy continue de dire que dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Donc, parce que le continent est resté dans l'enfance et n'a pas su construire une histoire, donc c'est un continent qui ne peut pas avancer et ne peut pas faire du progrès. Donc, c'est quoi l'implication de cette conception que l'Afrique n'a pas d'histoire? C'est au fond de dire que l'Afrique n'a pas de société constituée, puisqu'elle n'a pas d'histoire, donc on ne peut pas trouver un endroit où l'histoire n'existe pas, donc on ne peut pas non plus trouver des sociétés constituées. L'Afrique est dépourvue de civilisation, donc ça va de soi que l'Afrique n'a pas de civilisation, puisque l'Afrique n'a pas d'histoire. Donc, une autre implication, c'est de dire, mais c'est quoi le devoir des Européens? Donc, l'Europe a le devoir de faire entrer l'Afrique dans la civilisation. Et Jules Ferry, qui est un homme d'État français de la fin du 19e siècle, a déclaré il y a pour les races supérieures, en parlant des races européennes, un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc, en quelque sorte, de faire entrer ces continents, ces peuples dans l'histoire. Donc, par quels moyens qu'on va le faire? Donc, on va développer ce qu'on appelle une mission civilisatrice, donc d'aller, par exemple, porter la civilisation à l'Afrique en particulier. On parle de l'Afrique en particulier, mais on peut dire aussi la même chose pour l'Asie, etc.
Et donc, pardon, cette mission s'effectue comment? Elle s'effectue par l'école coloniale. Donc, c'est quoi l'objectif de l'école coloniale? C'est d'éduquer le jeune africain, ou comme on disait à l'époque, le jeune indigène, de façon à lui inculquer, de le faire intérioriser l'idée selon laquelle l'Europe apporte la civilisation à l'Afrique. Les connaissances et les savoirs européens deviennent universels et tout peuple qui veut arriver à la civilisation doit apprendre à intérioriser ses savoirs et ses connaissances. Pour arriver à ce point, l'élève africain devrait rejeter les savoirs qui viennent de sa propre tradition. C'est normal parce que là, on doit choisir les connaissances européennes, les savoirs européens, donc on doit rejeter les savoirs de sa propre tradition et on doit les voir comme des savoirs obscurs qui relèvent de la superstition et de l'ignorance. Donc, le jeune africain doit apprendre non seulement à rejeter les savoirs traditionnels, mais aussi à les dévaloriser. Il y a aussi le rôle de l'Église. Donc, c'est quoi l'objectif de l'Église? C'est de lutter contre le paganisme, donc détruire les croyances traditionnelles, donc ce qui est extrêmement grave, parce que cela veut dire, au fond, d'éradiquer, de détruire des croyances centenaires et même millénaires, des croyances qui constituaient l'identité africaine, la perception du monde, de la mort, de l'au-delà de l'Africain et de l'Africaine. Il y avait aussi les journaux. Les journaux jouait aussi un rôle important pour de diffuser l'idée sur laquelle la colonisation est une œuvre civilisatrice. Par exemple, parler des progrès et en mettant l'accent sur la construction des infrastructures. Donc, comme on construisait des routes, chemins de fer, hôpitaux, écoles. Donc, tout cela faisait partie de la mission civilisatrice. Il y avait d'autres perceptions aussi qu'on développait à l'intérieur même de l'Europe en organisant ce qu'on appelle les expositions coloniales, donc ce qu'on appelle maintenant les zoos humains. Vous voyez qu'ici, c'est une photo emblématique où on voit un prêtre, ce qu'on appelle un père blanc, en train de détruire des jeunes Africains. Aussi l'école coloniale, donc de passer l'idée de civiliser les Noirs, donc de les amener à penser comme des Européens. Et aussi, on organisait ce qu'on appelle les zoos humains, donc à l'intérieur même de l'Europe, à la même époque. Et donc, on exposait, par exemple, des villages africains, etc. Le plus souvent, c'est des acteurs qui jouaient ce rôle-là. Donc, c'est pour montrer au public européen que ces gens-là, comment ces gens-là vivaient finalement, et aussi de montrer comment ils étaient prêts aussi des animaux. Par exemple, ce bonhomme qui est resté dans le zoo de New York, le Bronx Zoo, pendant des années à s'exposer avec un chimpanzé. Donc, tout cela, c'est pour montrer le côté sauvage, le côté presque animal des Africains, et en même temps de montrer pourquoi on devrait aller les civiliser. Donc, tout cela justifiait aussi la civilisation, la mission civilisatrice. Après le partage de l'Europe, on a, voilà comment après le partage de l'Afrique, excusez-moi, voilà comment l'Afrique a été partagée par les puissances européennes. Donc, vous pouvez aller regarder ça sur Google, vous retrouver ça comment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal a découpé l'Europe, a découpé l'Afrique en morceaux. Et chaque puissance européenne a pris une partie pour aller exploiter. C'est comme ça que la colonisation a commencé en Afrique. Et pourtant, l'Afrique avait une histoire bien plus ancienne, même avant même de prendre contact avec les Européens. Donc, on va voir ça maintenant. Par exemple, si on considère l'Afrique, dans chaque partie de l'Afrique, donc n'oubliez pas, l'Afrique est un immense continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés. De l'ouest à l'est, du nord au sud, on trouve des civilisations millénaires et centenaires, des sociétés complexes, pourvues de savoir et de connaissances avancées. Par exemple, si on prend le cas de l'Égypte, donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur cet aspect-là de l'Égypte, qui a 3000 ans de civilisation, dans une société d'une grande complexité. Donc il y avait une économie qui incluait l'agriculture, les mines, le système de transport, la métallurgie, tout ça. Il y avait une administration, donc gestion de l'ordre public, contrôle des activités par des cadres, l'invention de l'écriture. Il y avait aussi une armée, organisation militaire.
et aussi une religion avec des spéculations théologiques assez diversifiées. Donc, vous voyez quand même, il y avait tout ça. Donc, c'est quoi la contribution scientifique et culturelle des Égyptiens? Donc, jusqu'à présent, on découvre aussi des aspects de la civilisation égyptienne qu'on ne connaissait pas avant. Donc, on sait qu'il y avait la momification, ça c'est connu, mais aussi il y avait la chirurgie, la médecine, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, la littérature et l'art. Donc, tout ça constituait la civilisation égyptienne bien avant le contact avec les Européens. Il y avait aussi le royaume d'Aksum en Éthiopie, donc c'est plus de 1000 ans de civilisation. Donc, c'est la même chose que l'Égypte, en quelque sorte, même après l'Égypte. Donc, même si c'est une civilisation qui est venue un petit peu après l'Égypte, donc il y avait aussi l'agriculture, l'élevage, la métallurgie, la puissance militaire, la monnaie, la religion, la littérature. Donc, tout ça, ça existait à cette époque-là. Et aussi, si on prend, par exemple, ce qu'on appelle les empires de l'Afrique de l'Ouest, j'ai pris seulement quelques-uns. L'empire du Ghana, par exemple, qui est un empire très connu, qui s'étendait dans une surface assez élargie en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi l'empire du Mali et du Songhai, donc des empires aussi qui ont joué un rôle important dans l'organisation des sociétés et aussi sur tous les territoires de l'Ouest de l'Afrique. Le royaume du Congo, par exemple, avec un cas. Avant que ce royaume-là se désintègre, c'était un royaume très puissant, très connu aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Alors maintenant, on se demande, mais pourquoi étudier l'histoire de l'Afrique? Ça, c'est un aspect important. Il y a, pour connaître d'abord une partie importante de l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité doit nous intéresser. Toute histoire, qu'elle soit celle des Asiatiques, des Européens, celle des Amérindiens, celle de l'Afrique, toute histoire est un patrimoine de l'humanité. Donc, en les étudiant, on y découvre des savoirs, des sagesses, des traditions, des spiritualités qui nous enrichissent et nous font découvrir la complexité de l'aventure humaine. Pour que les Africains et Africaines eux-mêmes et elles-mêmes puissent saisir leur histoire, parce que la colonisation est une destruction du passé africain et de tout peuple colonisé, il est important pour les Africains et pour les Afro-descendants de reconnaître et connaître cette histoire. Prendre conscience de son passé, c'est se reconnaître dans son présent. Et comme le passé africain a été dévalorisé par le colonialisme, il a été présenté comme un passé non historique, alors pour les Africains et les Afro-descendants, reconnaître et connaître cette histoire fait partie de la quête de dignité que tout être humain a droit. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'on doit aller idéaliser cette histoire, de le faire passer comme quelque chose de très beau, etc. Mais au fond de le connaître, en fait, de reconnaître que cette histoire existait. Il y a aussi pour combattre l'idéologie raciste, par exemple. Ce n'est pas seulement pour les Afro-descendants ou bien pour les Africains, mais pour tout peuple concerné par cette idéologie raciste. Parce que le colonialisme est une négation de la culture colonisée, et particulièrement de la négation de l'histoire du pays colonisé, et qu'elle inculque à la personne colonisée un sentiment d'infériorité. Donc, il est nécessaire de reconnaître et de connaître son histoire afin de se reconnaître et connaître soi-même, se percevoir en tant qu'individu qui a un passé, donc des valeurs, des savoirs, des sagesses, des spiritualités, des connaissances, bref, se reconnaître en tant qu'être humain. Donc ça, c'est important. Ça, c'est fondamental dans le sens que si on veut se reconnaître en tant qu'être humain qui fait partie de l'humanité et qui a un passé, on doit étudier pour combattre cette idéologie raciste. Je pense que c'est important d'étudier l'histoire. Et aussi pour sortir de la vision eurocentrique de l'histoire. Parce que le colonialisme, c'est aussi l'imposition d'une vision unique de l'histoire. Connaître sa propre histoire, c'est développer une autre perception de l'histoire, une autre compréhension que celle imposée par le colonialisme. Donc, sortir de la vision eurocentrique, c'est reconnaître que l'histoire de l'humanité n'est pas homogène, n'est pas unique. C'est reconnaître qu'il y a différentes temporalités. C'est reconnaître l'apport d'autres civilisations, reconnaître leur contribution dans l'histoire universelle.
Donc, tout cela, je pense que c'est important de bien comprendre ça. Et je pense que étudier l'histoire d'un continent comme ça, c'est pas seulement en Afrique, ça doit se faire aussi et au Canada, en Europe, aux États-Unis, etc. Juste pour montrer cette contribution de l'histoire africaine à l'histoire universelle, à l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est tout ce que je vous ai. Donc, on pourra continuer la discussion dans les ateliers, naturellement, avec des questions, des échanges. C'est important de faire ça. Donc, merci beaucoup et je vous remercie de l'invitation.